tous, bienvenue dans cette édition de mercredi, une journée placée sous le signe du vent. Vous allez vous en rendre compte tout au long de cette édition. Voici le sommaire du journal. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition à travers un Focus Info consacré aux coulisses et aux répétitions. La 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo ouvrira ses portes jeudi soir. Vous entendrez dans ce journal la présidente de cet événement, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Après les vœux de la sûreté publique, autre traditionnelle cérémonie, celle des vœux organisée au centre hospitalier Princesse Grace en présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Et comme chaque mercredi, vous entendrez un invité. Cette semaine, l'artiste et designer monégasque spécialisé dans les lumières, Hélène Eastwood. Il s'agit d'un rendez-vous toujours très attendu par les amateurs. La 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo ouvrira ses portes ce 18 janvier. Cette année, l'édition coïncide avec le 250e anniversaire de la naissance du cirque moderne. À quelques heures du premier spectacle, Patricia Navarro a pu rencontrer la présidente de l'événement, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Le cirque moderne a été créé il y a 250 ans par Philippe Achelet, qui était un militaire en fait, de la cavalerie du roi Georges III, je crois. Et donc il a quitté l'armée, il a pris des chevaux, il a créé une piste de sciure et de terre en plein air pour faire une attraction pour les gens. Et après, se sont rajoutés des acrobates dans ces spectacles faits de rue. Après, ils ont mis une protection, une tente, un chapiteau, et le cirque est vraiment né comme ça. Et donc, on a voulu vraiment célébrer ça, parce que aussi en espérant que ça dure encore au moins 250 ans, et que le cirque reste dans l'état dans lequel on le connaît maintenant, justement le cirque traditionnel, et avec des animaux, avec toute la magie qu'il y a dans un chapiteau. Oui, alors avec votre papa, vous avez contribué effectivement à Monaco à faire perdurer ce cirque moderne. Comment parvenez-vous à vous renouveler chaque année ? C'est pas tellement nous, je veux dire, c'est justement, il y a une nouvelle énergie dans le cirque, justement, toutes les anciennes disciplines de cirque sont revisitées par les jeunes artistes, et avec modernité, avec plein d'effets de chorégraphie, de lumière et de choses. Donc en fait, c'est le cirque qui vit et qui se renouvelle, et donc nous, on prend ce qui se fait, ce qui se donne. Et donc on essaye aussi de toujours avoir des numéros qui n'ont pas été vus ailleurs, qui sont tout juste sortis de l'école, ou alors qui sont arrivés vraiment à leur maximum maintenant. Et le fait qu'on arrive à avoir plus de 17 nations, c'est incroyable, quoi. Donc c'est bien. Et puis on le verra d'ailleurs derrière vous, il y a des girafes, et là c'est une première. Elles feront partie des têtes d'affiche de cette édition 2018. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel ce numéro de la famille Richter, avec plus de 30 animaux dans la piste, c'est éléphants, girafes, tout, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'unique au monde. Et la rédaction de Monaco Info est bien sûr mobilisée pour vous faire vivre tous les temps forts de cet événement. Samedi dès 15h par exemple, ne manquez pas l'Open Indoor Circus Show au sein du chapiteau Espace Fontvieille. Des répétitions commentées. Le mois de janvier est donc marqué par le Festival international du cirque, mais aussi par les traditionnelles cérémonies de vœux. Après celle de la sûreté publique, place mercredi à celle organisée au cœur du centre hospitalier Princesse Grace, en présence du souverain. L'occasion, bien sûr, pour la direction de dresser le bilan de l'année écoulée. Alexandra Pani était sur place. Buffet exceptionnel pour une cérémonie des vœux toute particulière. Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace, Patrick Bini, a en effet annoncé officiellement son proche départ à la retraite, prévu pour le mois de juillet. Il aura donc passé 10 années à la tête de l'établissement monégasque. Je suis assez content de partir en 2017, qui a été une année de tous les records en termes d'activité, en termes de qualité des recrutements médicaux, en urologie, en pneumologie, et puis une année 2017 où le gouvernement princier a fait énormément d'efforts pour les personnels, comme souvent du reste, nouveaux référentiels, retraites complémentaires, primes de Noël.
Et il quittera ainsi ses fonctions avec un bilan budgétaire satisfaisant. Pour l'année 2017, quelques chiffres positifs. Hausse des admissions de 5,5%, du nombre d'interventions chirurgicales 6%, ou encore l'augmentation des consultations qui a évolué de 3,3%. Patrick Bini a rappelé qu'il a su s'entourer d'équipes solides aussi bien sur le plan administratif que médical, ce qui lui a permis de remplir pleinement les objectifs qu'il s'était fixés. J'avais plusieurs objectifs. D'abord, c'était de réduire le déficit budgétaire. Ensuite, c'était d'apaiser les tensions qu'il pouvait avoir de ci et de là, en interne et en externe, et notamment avec le CHU de Nice, où les relations étaient très difficiles, puisqu'elles ne le sont plus. Et puis, il y avait le projet du nouvel hôpital et la préparation à la T2A. Donc, c'était beaucoup d'objectifs qui, je pense, ont été atteints ou qui, dans les prochaines années, seront atteints, puisqu'il y a des projets qui sont à long terme, le nouvel hôpital, la T2A. Mais voilà, je fais confiance à mon successeur, lorsqu'il sera nommé, de continuer dans cette voie, je l'espère. Le message à son successeur est bien passé. Le succès de cette année 2017, bien que difficile, annonce une nouvelle année riche avec le prolongement des travaux sur le long terme. La première tranche du nouveau CHPG pourrait être livrée d'ici 2023, mais également la création de nouveaux services dès ce premier semestre de 2018. Rappelons que le centre hospitalier Princesse Grasse, c'est avant tout 2800 hospitaliers qui chaque jour donnent toutes leurs connaissances et leur cœur au service des patients. Comme chaque mercredi, place à présent à votre séquence consacrée à l'invité. Aujourd'hui, Hélène Eastwood, une designer et artiste monégasque spécialisée dans les lumières. L'entretien a été réalisé au cœur du jardin exotique. Hélène Eastwood, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes pour Monaco Info. Bonjour. Dans un emploi du temps annuel, je le sais, assez chargé, donc d'autant plus merci. Alors toute première question, je voudrais qu'on parle du lieu parce qu'on se trouve au cœur d'un lieu très important en principauté, le jardin exotique. Pour vous qui êtes artiste et designer, est-ce que c'est un lieu qui vous parle particulièrement ? Oui, alors c'était quand on a essayé de chercher ensemble un lieu où on pouvait se poser. Jardin exotique, déjà dans le nom, il y a ce mot exotique. Moi, j'adore les voyages. C'est là que je trouve souvent mes sources d'inspiration. Autre que cela, il y a aussi le fait que tout ce qui nous entoure là, en termes de végétation, de mise en scène, sont d'autres sources d'inspiration. La nature en est une, et ici on a une nature qui est complètement improbable, des formes, des couleurs, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ouais, la nature, c'est toujours cette première inspiration, ce premier modèle qui après pour les artistes, je pense pour beaucoup d'artistes, donne envie de se baser sur ces créations-là. Et on reviendra bien sûr un peu plus tard aussi sur toutes vos sources d'inspiration. On le disait donc au cœur de la principauté. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous parler de votre parcours, puisque vous êtes bien sûr originaire de Monaco. Quelles sont les étapes qui ont ponctué justement ce parcours artistique ? Ça commence vraiment ici. Moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Monaco. Mes premiers contacts avec le monde de l'art, ça a été au lycée. Option art plastique, là j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses autres que ce que j'avais l'habitude d'apprendre à l'école qui m'intéressaient. Donc ça a été ça, puis je pense qu'il y a eu un événement qui a été assez marquant pour moi, qui était, alors je ne saurais plus dire si c'est en première ou en terminale, une sortie scolaire avec la classe de philo. On est allé voir Casse-Noisette Circus de Jean-Christophe Maillot. Sous le chapiteau de Fontvieille, un ballet. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Je me suis trouvée propulsée dans un monde complètement farfelu, de rêve. Je suis sortie de là en me disant, mais moi aussi, j'ai envie d'amener les gens avec moi dans ces décors complètement fous. J'ai envie d'aller toucher ces costumes. Déjà, j'ai envie d'aller voir comment ça a été fait. J'ai envie d'aller voir les danseurs, de leur demander de bouger devant moi et tout ça. Donc ça a été pour moi la révélation qui m'a dit j'ai envie
d'évoluer dans ce milieu-là, milieu artistique. Et donc, une fois passé mon bac, je suis montée à Paris, j'ai fait une école de graphisme et d'architecture intérieure. Donc je me suis intéressée à toutes ces choses-là, la forme, la couleur, l'espace. En parallèle de ça, j'ai été étudiée au Danemark et à Londres dans des écoles de mode et de design. Donc je me suis approchée d'assez près à ce qui était assez proche de ce que j'avais vu par exemple donc, à Casse-Noisette Circus, où j'ai fait de la fabrication de vêtements, de costumes, de bijoux, d'accessoires. J'avais l'impression, pour moi c'était important que ça passe par quelque chose de tangible, de concret, qu'il fallait que je fasse de mes mains, créer quelque chose qui raconte une histoire qui fasse rêver les gens. Ce qui rythme nos années de travail, c'est effectivement les concours et les appels d'offres. Hein. C'est pas facile de décider de monter sa boîte et d'être artiste, de vouloir montrer ses œuvres. C'était un parcours de longue haleine. Effectivement, maintenant, voilà, depuis 2 ans, on est ambassadeur de la Fête des Lumières. Effectivement, on fait des gros projets, mais ça a été pendant de longues années des réponses tout le temps à des projets, à des concours. C'est un milieu, c'est pas parce qu'on est ambassadeur de la Fête des Lumières ou parce qu'on a déjà fait tel ou tel festival qu'on va plus facilement y arriver. C'est un milieu où il faut toujours faire un Rien concours. n'est jamais acquis. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être en processus créatif. Chaque année, d'ailleurs cette année par exemple, on vient de terminer la Fête des Lumières de Lyon 2017. Je peux vous dire que c'est déjà en route depuis un certain temps ce qu'on va proposer pour 2018. Voilà, et on va participer au concours. Là, décembre 2017, on vient de faire cette 5e participation à la Fête des Lumières de Lyon. Sur la cathédrale Saint-Jean avec un projet qui s'appelle Unisson. Donc là, la cathédrale cette année, c'est un des plus gros sites de la fête. Et pour nous, ça a été consécration, le mot est un peu fort, mais vraiment un aboutissement assez important. Donc c'était la 5e fois qu'on participait. On a commencé en 2008 notre première participation avec de tout petits projets en dehors de la ville, parce qu'on commence un peu de loin. Puis après, en 2011, on est rentré un peu plus près, un peu plus gros. Et puis 2013, 2014, on est rentré dans le centre-ville. On a commencé à faire de la vidéoprojection sur façade, donc c'est-à-dire une ampleur un peu plus grande de projet. Pour finir 2017 avec une vidéoprojection sur la cathédrale. Si on regarde sur notre site internet ou notre portfolio, ce qu'on a fait pour la Fête des Lumières, c'est un peu voir notre album photo voilà, depuis notre naissance ou notre carnet de santé, quoi. On a commencé tout petit puis on nous voit un peu grandir. Oui, parce que pour préparer cette interview, je regardais un petit peu tout le travail que vous avez accompli et on pourrait presque prendre une carte du monde et cocher au fur et à mesure tous les pays dans lesquels vous avez exposé. Et il y en a plusieurs. Ça va même jusqu'en Chine. J'imagine que tout cela, vous parliez d'aboutissement tout à l'heure, c'est aussi de belles choses quand on est artiste designer. Évidemment. Quand on est allé faire notre première exposition en Chine en 2012, je crois, nous, on se considère encore comme de tout petits qui débutent et tout ça, donc c'est vraiment assez gigantesque. À Pékin en plus, notre première exposition à Pékin, c'était dans un immense jardin protégé qui est un jardin sacré, le temple de la terre. On a fait une installation qui s'appelle Prana, qui était assez mystique, un peu spirituelle. C'était une respiration qui prenait au creux même de la terre. On avait une respiration lumineuse à la terre, à la base des arbres. Pour nous, c'était un moment extraordinaire. Après, on est super bien accueillis. Là-bas, il y a aussi pour les Chinois le fait qu'ils sont très friands d'artistes étrangers. On est bien reçus, ils sont hyper curieux, très enthousiastes. Et Monaco, j'allais vous dire dans tout ça, parce que c'est bien sûr le pays où vous êtes né,
Vous avez déjà, je crois, exposé ou travaillé en tout cas pour le musée océanographique il y a quelques années. Est-ce que vous avez peut-être l'envie, malgré, j'allais dire, toute cette carrière à l'international, de réaliser aussi des choses sur le sol qui vous a vu naître? Ah bah, évidemment que j'en ai l'envie et j'ai en tête des projets que j'aimerais bien voir se réaliser effectivement. J'ai eu l'occasion avec Monsieur Calcagno, qui est quelqu'un qui est très ouvert à l'art et aux nouvelles technologies. On a pu faire une installation pérenne, d'ailleurs c'est une de nos rares installations pérennes dans le musée océanographique, la descente aux aquariums. On a voulu créer un espace qui soit une immersion multisensorielle. On a du son, on a de la lumière, on a des matériaux assez particuliers dans l'archi intérieur qui en fait préparent le visiteur à la descente vers les aquariums. Donc on a eu la possibilité de faire un peu nos preuves là en principauté. Moi j'ai confiance, je suis assez persuadée qu'il y a un moment où ça va pouvoir venir à Monaco, je pense des événements comme la Fête des Lumières, parce que justement c'est un événement déjà qui réunit beaucoup de gens et Monaco c'est aussi un endroit qui est très visité et tout ça, et un événement qui réunit des gens qui viennent de partout, de tous âges, etc. Je suis sûre qu'il y a tout à fait moyen, tout à fait possibilité de donner à voir un spectacle son et lumière dans une ville qui en plus est super belle, tellement variée. On a tellement, tellement on peut avoir tellement d'ambiances différentes. Là, on est au sein du jardin exotique. On pourrait se dire, on se dirait des choses à faire en tout cas. Donc évidemment, pour moi, il y a l'envie de faire quelque chose en principauté. Merci beaucoup Hélène. Et comme on est encore en ce mois de janvier 2018, je vous souhaite tous mes vœux pour les mois à venir. Merci encore. Année, pleine de lumière. Merci. Voilà donc pour cet entretien. On en profite d'ailleurs pour remercier les équipes de la mairie et du jardin exotique qui nous ont accueillis donc pour cette interview. Place à présent à vos prévisions météo. Diminution du vent jeudi, la journée sera principalement ensoleillée avec quelques nuages ici ou là. Les températures seront comprises entre 7 degrés le matin et 13 l'après-midi. Vendredi, ciel clair et dégagé, le mercure sera stationnaire. Le week-end s'annonce généralement ensoleillé, peu de vent. Attention à la chute des températures dimanche, nous perdrons 4 degrés par rapport à la journée de samedi. Le soleil sera toujours au rendez-vous en début de semaine prochaine avec de belles éclaircies annoncées et un thermomètre qui gagnera quelques petits degrés. Il fera 12 degrés au meilleur moment de la journée mardi. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité monégasque sur Monaco Info dès jeudi 19h. À très bientôt.